Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui, même marque de polo mais la couleur change. Vidéo aujourd'hui sur la correction du sujet numéro 5 figurant sur mon site internet, le cas pratique le plus difficile, je ne vais pas vous le cacher, que j'ai pour l'instant mis en ligne. On peut encore étoffer la difficulté, hein, c'est pas difficile, mais c'est un sujet qui est directement inspiré d'un vrai dossier à mon cabinet. Et du coup, il faut aussi vous rendre compte que, et je vous dis ça parce que je viens d'avoir un petit débat avec un confrère, que tous les enseignements que vous pouvez recevoir, tous les cas pratiques que vous pouvez faire, que ce soit ceux que je mets sur mon site internet ou ceux que vous pouvez avoir à l'IEJ ou dans les prépas privés, sont toujours sujets à discussion. Je fais cet aparté et j'ouvre cette parenthèse parce que vous pourrez toujours avoir des débats sur pourquoi il faut appliquer telle règle ou pas telle règle, pourquoi j'appliquerai cet article plutôt qu'un autre. Nous-mêmes, en tant qu'avocats, on n'est pas d'accord puisqu'il y en a un qui va soutenir une thèse et l'autre va soutenir la thèse inverse, c'est-à-dire ce qui relève de l'intérêt de son client. On peut ne pas être d'accord entre confrères, nonobstant le fait qu'on soit également enseignant. C'est le petit échange que j'ai eu ce matin avec un confrère. On a toujours tous une analyse qui est pertinente ou pas. La difficulté, c'est qu'aucun juge va venir trancher ce que je vous dis. Est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? L'important dans toutes les vidéos que vous verrez et dans les sujets que vous allez réaliser, c'est de vous entraîner, d'une part, d'apprendre à manier les différents mécanismes de procédure civile, de les comprendre et de ne jamais oublier que par définition, ce que je peux vous dire dans les vidéos ou ce que je peux projeter comme cas pratique et là où je veux vous amener et là où j'espère que vous allez aller, c'est toujours une appréciation, j'ai envie de dire subjective un petit peu. C'est-à-dire que j'ai une idée de là où je veux vous amener. Pour moi, l'analyse du dossier, puisque c'est un cas pratique réel, va dans ce sens-là. Peut-être qu'un juge me déjugerait, peut-être qu'un confrère aurait plus raison que moi, entre guillemets. La question, elle n'est pas là. Il ne faut pas que vous recherchiez le bon résultat, la bonne réponse, la seule et unique réponse. Si vous avez des décisions qui vont jusqu'à la Cour de cassation, c'est bien parce que avant, il y a des avocats qui n'étaient pas d'accord, des magistrats qui n'étaient pas d'accord potentiellement. Donc tout est toujours sujet à discussion. C'est pour ça que je vous invite vraiment, et notamment sur ce sujet-là, à déposer des commentaires sous la vidéo, poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, que ce soit l'interprétation du sujet ou l'interprétation d'une jurisprudence. Il y a beaucoup de jurisprudence contradictoire, au moins en apparence, sur le thème de l'appel, et notamment des déclarations d'appel. En réalité, ça découle souvent de la question qui a été posée précisément à la Cour de cassation, et donc des faits qui ont été soumis à l'appréciation des juges du fond, et donc à la Cour de cassation derrière en droit. Donc, tous ces commentaires ont vocation à vous permettre, vous aussi, d'avoir un effet émulateur entre vous, que tous les abonnés de la page Journal de Bar puissent échanger entre eux. Alors ça sera sur YouTube ou ça pourra être du coup sur Facebook ou autre, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un mouvement collaboratif, puisque vous êtes tous juristes, hein, il ne faut pas vous dévaluer. Pour ceux qui passent le CRFPA, ben, vous avez tous un Master 1. Pour ceux qui sont à la fac, vous êtes aussi juriste. Hein. Si vous êtes là, c'est a priori que vous faites les sujets que je mets en ligne et donc vous êtes en train de valider un Master 1. Donc vous êtes des gens intelligents, vous avez appris la matière. C'est nécessairement une matière humaine, hein, c'est ça le droit. Donc il y a des aléas, il y a des choses qui peuvent changer entre le moment où je fais ma correction et le moment où une décision est rendue. Donc vraiment gardez toujours ça à l'esprit, tout est toujours sujet à discussion. Moi je suis là pour vous donner la correction du sujet que j'ai fait avec l'idée que je m'en suis faite. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, c'est surtout ça. Soyez toujours humble. N'oubliez jamais qu'il y a plusieurs façons de voir un dossier, il y a plusieurs façons d'aborder une jurisprudence. Je viens encore de le voir aujourd'hui où je suis radicalement pas d'accord avec mon confrère et au demeurant enseignant en procédure civile aussi. Ça veut donc dire que de prime abord, tout est possible. Donc la correction que je peux vous donner là, vous pouvez aboutir avec un raisonnement construit et un raisonnement juridique à une solution qui peut être différente. Ce n'est pas le problème. La question c'est surtout est-ce que j'ai compris les mécanismes, est-ce que je connais bien mon cours. Une fois qu'on a fait ça, après derrière, dans le cadre des commentaires ou d'autres vidéos, on pourra étoffer davantage et pousser davantage la réflexion. Pour l'instant, on est là avec des sujets préparés
des vidéos de correction et on essaie d'avancer pas à pas et le niveau devrait progresser petit à petit. Donc le sujet 5 en ligne sur le site vous parle de Monsieur Smith et de Madame Campbell qui sont en deuil. Ils sont frères et sœurs, plus précisément demi-frères et demi-sœurs. Ils ont un parent en commun et l'un d'eux vient de décéder. La succession s'ouvre et évidemment une querelle de succession est portée à la connaissance du tribunal. Vous avez un jugement qui est rendu le 26 février 2020 et il condamne, en tout cas il déboute le demandeur qui voulait bénéficier d'une part du gâteau plus grosse. Il est obligé de la diviser en 4. Donc pour lui, ayant été débouté, la question qui se pose c'est est-ce que j'interjette appel ou pas? On vous précise d'emblée qu'il interjette appel à l'encontre de cette décision et intime toutes les parties présentes en première instance le 8 avril 2020, alors que le jugement date du 26 février 2020. Et on vous précise directement qu'il reçoit un avis du greffe le 9 mai 2020 qui lui informe qu'aucun des intimés n'a constitué avocat. La première question, c'est que lui conseillez-vous de faire? Donc, si on est juste pragmatique, une question m'est posée, je dois y répondre. Je n'aborde pas tout ce qui peut me paraître être problématique dans le sujet jusqu'à présent. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ouvre une parenthèse, mais ça c'est plus une partie du cours. Donc c'est vraiment pour vous apprendre un petit peu et avoir quelques réflexes. Vous constatez que le jugement est rendu le 26 février 2020 et que M. Smith, il interjette appel le 8 avril 2020. Vous pourriez vous dire, mais attends, il y a une difficulté. Le code de procédure civile, il me dit que j'ai un mois pour interjeter appel d'un jugement contentieux. 26 février, chez moi ça fait 26 mars, il interjette appel le 8 avril, il est hors délai. Vous pourriez penser que c'est un problème, d'accord? Sauf que le cas pratique vous oriente immédiatement, vous vous rappelez, si vous avez regardé mes autres vidéos, on est sur une phase chronologique du procès, donc à partir du moment où on me pose une question, je regarde où j'en suis précisément. Juste avant qu'on me pose la question, on me dit que l'avis du greffe a été envoyé le 9 mai 2020. On n'en est plus au fait de savoir s'il était dans les délais ou pas, est-ce qu'il a le droit d'agir en appel, qualité, intérêt, etc. On n'en est plus là. Donc, vous n'avez pas à y répondre. Je vous apporte simplement des éléments de cours en plus pour réviser un petit peu aussi. Donc, n'oubliez pas que jugement rendu le 26 avril 2020, appel le 8 avril 2020. Effectivement, il y a un délai d'appel qui est de 1 mois, mais n'oubliez jamais, et c'est ça sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que le délai d'appel ne court qu'à compter du moment où le jugement a été signifié. Or, dans le sujet, on ne vous dit pas que le jugement a été signifié. Donc là, on tombe non pas sur le délai d'1 mois à compter de la signification du jugement pour interjeter appel, on doit simplement vérifier qu'on est bien dans le délai de 2 ans qui est imparti à l'une des parties en première instance pour interjeter appel. Vous irez chercher l'article, il y a un délai de 2 ans maximum pour interjeter appel lorsque l'on n'a pas pris soin de signifier la décision. Puisque n'oubliez jamais que la signification de la décision de première instance, c'est à la diligence d'une des parties. En règle générale, c'est celui qui a gagné qui va signifier le plus rapidement possible pour justement purger le délai d'appel. Mais ce sont des frais aussi, mine de rien, de signifier un jugement, et donc c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait, et puis quand vous avez des avocats, la plupart on s'écrit en demandant est-ce que votre client acquiesce au jugement, est-ce que vous pouvez m'envoyer un acte d'acquiescement? Ça rend la décision irrévocable après derrière, sans avoir eu la peine de prendre un huissier de justice et de payer des frais. Donc c'est pas automatique. La signification d'un jugement n'est pas automatique, mais en pratique, ça sera celui qui a gagné qui va opérer à cette signification justement pour purger le délai d'appel. D'accord? Donc là ici, aparté réalisé, on est précisément sur la question de savoir qu'est-ce qu'on conseille à M. Smith dans la mesure où il a reçu un avis du greffe le 9 mai 2020 lui indiquant que les intimés n'ont pas constitué avocat. Là, évidemment, petite parenthèse de nouveau, je ne précise pas qu'il a pris un avocat, etc. Évidemment, il y a un avocat. On ne part pas sur un problème lié à ça. Sinon, j'aurais directement mis un avocat et j'aurais mis un problème avec un avocat. Genre, il ne pouvait pas intervenir devant cette cour d'appel parce qu'elle n'est pas de son ressort territorial. D'accord ? Donc, que lui conseillez-vous de faire ? L'avis reçu du greffe de la cour d'appel le 9 mai, c'est ce qu'on appelle l'avis 902. Donc, pour ceux qui ont déjà commencé à réviser le cours, ça a dû vous sauter aux yeux immédiatement. Donc, quand on a effectivement
l'avis 902 qui est adressé par le greffe. Qu'est-ce qu'il nous dit cet avis? Il nous informe que les intimés n'ayant pas constitué avocat, vous avez l'obligation, dans le délai d'un mois à compter de cet avis, pour signifier la déclaration d'appel directement aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Donc faites attention, il y a des jurisprudences assez précises, notamment sur le fait de savoir est-ce que ce délai d'un mois il court à compter de la notification de l'avis ou à compter de sa réception. Encore une fois, je fais volontairement le commentaire là-dessus, mais je vous laisse aller chercher. J'attire votre attention sur des problèmes qu'on peut être amené à vous poser sur un cas pratique, qui en soi n'est pas du tout compliqué à partir du moment où on a vu la jurisprudence qui correspond à ce détail-là. D'accord? Donc vous ferez attention. Donc là, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, tout simplement, vous allez voir l'article 902 du CPC et vous regardez qu'est-ce que l'article 902 impose à l'appelant, puisque ça, c'est une diligence qui incombe à l'appelant. D'accord? Donc, avis 902, vous avez un mois pour signifier la déclaration d'appel directement aux parties intimées. Après, vous avez des dispositions, vous ferez attention et vous irez voir, il y a des dispositions qui permettent de se dispenser de cela si, entre-temps, les intimés ont constitué avocat. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de signifier la déclaration d'appel aux intimés, il vous suffit de faire par le RPVA et le notifier à l'avocat adverse qui s'est constitué dans le dossier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on lui conseille de faire à ce charmant monsieur Smith? On lui conseille de prendre attache avec un huissier de justice et de procéder à la signification de la déclaration d'appel. Faites attention, là aussi, vous avez des jurisprudences qui existent. Je vais dans le détail des interrogations que vous avez à vérifier sans vous donner la bonne réponse. Ça n'empêche pas que dans les commentaires, vous pouvez après derrière poser vos questions et on peut aborder les éléments encore plus précisément. Mais vous avez aussi des jurisprudences qui vous disent que c'est bien la déclaration d'appel elle-même que vous devez signifier et pas l'acte que vous recevez du greffe. On le reçoit par RPVA en règle générale. On reçoit en fait une copie de la déclaration d'appel qui n'est pas en fait la déclaration d'appel. Et vous avez des jurisprudences là-dessus. Donc là aussi, attention, on pourrait penser qu'il n'y a pas de problème. En fonction de comment est rédigé le cas pratique, là, en 2 minutes, je vous ai fait part de 2 problèmes qui pourraient apparaître, alors que si vous les ignorez, vous passerez à la trappe. Déclaration d'appel elle-même qu'il faut signifier, la déclaration d'appel, pas autre chose. Et la question de est-ce que mon délai d'un mois court à compter de la réception ou de la notif ou de l'envoi de l'avis du greffe. D'accord? Donc vous ferez attention à ça. Donc c'était première question, avis 902, quelque chose qui n'est pas très compliqué, mais qu'il faut impérativement connaître, puisque l'avis 902 a quand même une incidence extrêmement importante. C'est que si vous ne procédez pas à la signification de la déclaration d'appel aux intimés, c'est la caducité de votre appel qui est encourue. Et là derrière, vous connaissez un petit peu, si vous avez travaillé, les conséquences, c'est que vous ne pourrez plus jamais interjeter appel contre ces parties à l'égard de ce même jugement. Donc c'est hyper important. On vous indique ensuite que M. Smith a rencontré sa sœur, Mme Campbell, et que, contrairement à la première instance, il a réussi à la convaincre de se constituer avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en première instance, elle a été au courant du procès, c'est-à-dire qu'elle a dû recevoir l'assignation à personne, à domicile, ce n'est pas précisé, mais en tout cas, elle était partie en première instance. Ce qui a changé, c'est que par rapport à une première instance et là en appel, là, elle va constituer avocat. Donc en première instance, elle était bien partie, mais elle n'était pas constituée, elle n'était pas comparante. Mais ça, après, ça peut avoir des incidences en fonction des problèmes de droit qu'on veut vous poser par la suite. Ça n'aura peut-être aucune incidence dans votre cas pratique. Mais il ne faut jamais oublier que, tiens, elle était partie en première instance, elle n'a pas comparu. Sous-entendu, elle n'a jamais fait valoir ses arguments. Elle ne s'est jamais défendue. Peut-être que c'est de sa faute, puisqu'elle n'avait qu'à avoir connaissance de l'instance qui a eu lieu en premier, mais il n'empêche qu'on comprend en lisant le cas pratique que puisqu'elle n'était pas constituée en première instance, elle n'a jamais fait valoir ses arguments. D'accord? Donc, quand on poursuit le cas pratique et on vous dit, ayant rencontré sa sœur, Mme Campbell, il réussit à la convaincre de se constituer. Seulement, cette dernière doit déposer un dossier d'aide juridictionnelle. Donc là, votre attention est portée sur l'incidence d'un dossier d'aide juridictionnelle qui serait déposé par une partie en cause d'appel. C'est un problème qui est plus global, la question de l'aide juridictionnelle, puisque on le voit assez peu en cours. À l'université, on ne le voit quasiment pas, parce que ça a une incidence essentiellement pratique, et ça concerne vraiment la réalité pratique d'un dossier, c'est-à-dire les finances. Donc c'est étudié, ce n'est pas la difficulté, mais rarement en détail, et je ne l'ai jamais vu en cas pratique.
Donc, autant en profiter et vous faire voir des choses que vous ne voyez peut-être pas dans vos IEJ, à l'université ou ailleurs. On vous pose la question, quel effet cela peut-il avoir sur le déroulement de la procédure? Donc en gros, qu'est-ce qui se passe si une partie dépose un dossier d'aide juridictionnelle? Sous-entendu, qu'est-ce qui va se passer si j'ai quelqu'un qui dépose un dossier juridictionnel par rapport à tous les délais et les diligences impératifs, délais et diligences, le masculin l'emporte, désolé, c'est encore comme ça, tous les délais et les diligences impératifs que vous avez en matière d'appel. Alors, il faut, un tant soit peu, nous expliquer ce que c'est que l'aide juridictionnelle. Donc, ça ne mange pas de pain d'aller jeter un petit coup d'œil sur les lois et décrets qui concernent l'aide juridictionnelle. En substance, vous connaissez le mécanisme, j'imagine, c'est une aide d'État. Ça veut dire que l'avocat va recevoir une indemnisation de la part de l'État pour, entre guillemets, service rendu. Ce n'est jamais rentable, entre guillemets, pour nous, puisqu'en règle générale, le temps passé sur un dossier à l'aide juridictionnelle fait que si on avait dû le facturer, on aurait largement dépassé l'indemnisation que l'on perçoit de l'État. Mais en tout état de cause, c'est un mécanisme qui permet aux personnes les plus vulnérables de pouvoir avoir accès non seulement à la justice, mais aussi à un avocat pour un procès. Et donc ici, on vous dit dans, dans le décret du 19 décembre 91, en son article 38, que l'aide juridictionnelle est une cause qui interrompt les délais de forclusion en appel. Donc concrètement, en fait, l'aide juridictionnelle, ça permet d'interrompre les délais qui sont imposés à une partie. Alors attention, c'est une cause d'interruption qui ne bénéficie qu'à la personne qui dépose un dossier d'aide juridictionnelle, évidemment, puisque les autres, ils n'ont pas forcément l'aide juridictionnelle. S'ils y ont droit, ils n'ont peut-être pas fait de demande. Ce n'est pas une obligation de déposer un dossier d'aide juridictionnelle. Tous les avocats ne l'acceptent pas, par exemple. Mais du coup, ici, ce qu'il fallait retenir, c'est que Madame Campbell, puisqu'elle a été intimée, puisqu'elle a reçu, a priori, si on suit le raisonnement du cas pratique, elle a dû recevoir par voie d'huissier. Si elle n'a pas encore reçu, c'est pas grave, mais en tout cas, elle va avoir connaissance de ce qu'il y a une procédure en appel. Donc il va falloir qu'elle se constitue, qu'elle trouve un avocat. Mais pour pouvoir constituer avocat, on vous précise qu'elle doit déposer un dossier d'aide juridictionnelle. Mais donc du coup, elle va être liée par des délais impératifs. Son avocat va être lié par des délais impératifs. Je prends un peu de l'avance, mais par exemple, elle va devoir répliquer aux demandes faites par l'appelant. Elle va avoir un délai de 3 mois pour adresser ses conclusions. Quid de l'aide juridictionnelle? Est-ce que ça a un impact sur le délai de 3 mois? Donc ça, c'est ça que vous allez devoir, c'est ce sur quoi vous devez vous attarder, puisqu'on vous demande quels sont les effets que cela a sur la procédure. D'accord? Ensuite, on poursuit, on vous explique que Madame Campbell se constitue finalement le 16 juin 2020 sans former appel incident. Et on vous met que doit faire son frère à ce stade de la procédure. Je constate que j'ai fait une énorme faute d'accord, que doit, c'est avec un T. J'essaierai de modifier ça rapidement. Donc, Madame Campbell se constitue le 16 juin et on vous demande qu'est-ce que son frère va devoir faire à ce stade de la procédure. Concrètement, il va devoir lui adresser ses conclusions. D'accord ? À minima, il a dû, compte tenu des dates, lui signifier la déclaration d'appel. Mais en tout cas, comme elle s'est constituée, elle va devoir, le frère va devoir lui notifier ses conclusions dans le délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel. Je ne cite pas l'article du code, vous le connaissez certainement. Il va falloir que l'appelant entame ces démarches-là à son égard. Ok ? Ensuite, on vous explique, si vous voyez d'autres choses qu'il fallait faire, n'hésitez pas, parlez-en sur YouTube, mettez les commentaires, Facebook ou autre, et je vous confirmerai si c'est le cas ou pas. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je n'ai pas prêté attention, mais c'est peut-être tout à fait pertinent. Faut pas vous censurer. Parallèlement, les demi-sœurs de M. Smith constituent avocat le 16 juillet 2020, par l'intermédiaire de Maître Crevard. Ces dernières n'ont pas reçu la déclaration d'appel ni les conclusions d'appelant dont Maître Crevard a pris connaissance via le RPVA, puisque l'avocat de M. Smith, Maître Radin, les a notifiés au greffe le 9 juillet 2020. Là, en fait, on est en train de vous alerter sur le fameux délai supplémentaire d'1 mois. Vous savez que l'appelant a 3 mois pour adresser ses conclusions tant au greffe qu'aux parties intimées. Si les intimés ont constitué avocat, tout se fait par RPVA. Ça va très vite, c'est gratuit. En revanche, si elles n'ont pas constitué avocat, je dois
signifier mes conclusions aux intimés non constitués dans le délai de 3 mois. D'accord ? Si elles n'ont pas constitué avocat, j'ai 1 mois supplémentaire. Ça me fait donc 4 mois. Et là, on vous dit bien que la déclaration d'appel, elle date du 8 avril. Donc, 8 avril, 8 mai, 8 juin, 8 juillet, 8 août. D'accord ? Et qu'est-ce qui vous est précisé ? On vous dit que les demi-sœurs de M. Smith constituent avocat le 16 juillet 2020 par l'intermédiaire de Maître Crevard. Ces dernières n'ont pas reçu la déclaration d'appel ni les conclusions d'appelant. Ça veut donc dire, puisque la question est Maître Crevard pense pouvoir tirer profit de cette situation, qu'en pensez-vous ? Ça veut donc dire qu'a priori, l'appelant, il s'est un peu loupé. Il s'est un peu loupé a priori dans le respect des délais. Vous verrez les dispositions du CPC, article 908, 911-1, etc. Je vous laisse aller regarder. Mais là, il y a des difficultés par rapport au fait que l'appelant n'a pas réalisé les diligences qui lui incombaient en qualité d'appelant dans les délais impartis. D'accord ? Bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, c'est un sujet qui est pas évident. Hein. Donc, est-ce que Maître Crevard pourra tirer profit de cette situation ? Oui, évidemment. Il va pouvoir dire que, n'ayant pas respecté les diligences qui lui incombaient au titre des dispositions du CPC, eh ben, il va pouvoir venir expliquer que l'appel est caduc. Donc, d'une part, que les conclusions, si elles sont signifiées après, ça sera irrecevable, puisque la sanction, c'est l'irrecevabilité, mais il va pouvoir aussi expliquer que, n'ayant pas signifié la déclaration d'appel, son appel est caduc. D'accord ? On vous explique par la suite que Maître Radin reçoit un avis de caducité du CME le 18 juillet 2020, dans lequel le magistrat lui demande de s'expliquer sur la non-communication de la DA et l'absence de justificatif de notification des conclusions d'appelant aux intimés. Donc là, ça vous amène à aller vérifier quels sont les pouvoirs entre guillemets du CME et quelles sont ses attributions. D'accord ? Le conseiller de la mise en état, vous le savez, il est compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, sur les fins de non-recevoir, etc. Vous irez chercher l'article, il faut impérativement viser cet article. Vous devez expliquer, le CME, c'est tel magistrat, ses prérogatives, il les tire des articles temps à temps. En l'espèce et plus précisément, article temps, il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir et tout incident mettant fin à l'instance, etc., etc. Et dans le cadre de ce pouvoir, il a la possibilité effectivement par voie d'ordonnance de déclarer caduc l'appel qui a été diligenté par une partie, mais il doit avant tout recueillir les observations des parties. On vous précise bien qu'il le demande. Il demande à Maître Radin de s'expliquer. Donc il pouvait tout à fait questionner Maître Radin. Il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un avis de caducité alors même que le CME il ne rend que des ordonnances ? Parce qu'en fait l'ordonnance c'est la décision. En amont, il rend ce qu'on appelle, il nous adresse en fait un avis de caducité qui veut dire en gros, maître, je pense qu'à mon avis, votre appel, votre déclaration d'appel sera caduque et vos conclusions seront irrecevables parce que vous n'avez pas respecté tel ou tel délai. Et les parties s'expliquent, donc l'appelant, l'intimé, etc. Et une ordonnance est rendue sur le fait de savoir si l'appel est déclaré caduc ou pas. D'accord ? Donc faites très attention, je fais une aparté sur ça. Ça a une incidence concrète sur le fait de savoir pour quel motif l'instance en appel s'est arrêtée. C'est-à-dire que si vous avez une sanction liée à la caducité de la déclaration d'appel ou à l'irrecevabilité des conclusions, ce n'est pas la même chose que si vous avez une sanction par rapport à l'irrégularité de la déclaration d'appel. D'accord ? Faites très attention à ça, parce que je pense à certains avis de la Cour de cassation en 2017, vous devrez impérativement les connaître, ceux-là, et vous avez aussi les dispositions du CPC. Parfois, on ne peut pas régulariser une déclaration d'appel parce que la première fois, la sanction avait été la caducité ou l'irrecevabilité. D'accord ? Ou je ne peux pas réitérer mon appel parce que justement la première fois, j'ai eu une caducité ou une irrecevabilité. Donc faites très attention. La sanction qui est donnée par le conseiller de la mise en état a une incidence directe sur la possibilité de réitérer son appel ou pas. Et c'est là qu'on a beaucoup de jurisprudence et c'est là où on rentre dans la technique vraiment de la procédure civile en cause d'appel. Ensuite, le cas pratique poursuit. On vous dit le CME rend finalement une ordonnance de caducité le 8 août 2020.
Maître Radin est très embêté car il ne veut pas avoir engagé sa responsabilité et son client tient particulièrement à gagner ce procès. Il se souvient néanmoins que le jugement de première instance n'a pas été signifié. Compare ce que je vous disais la première fois, enfin, au début de la vidéo. Il entend ainsi procéder à la signification de la décision et ainsi interjeter de nouveaux appels. Que pensez-vous de cette stratégie? Donc, à ce moment-là, vous devez réitérer ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que vous devez expliquer qu'effectivement, le délai d'appel n'a en fait jamais commencé à courir puisque la décision n'a jamais été signifiée. D'accord? Donc, effectivement, en principe, le fait de signifier la décision pour faire officiellement courir le délai d'appel devrait pouvoir me permettre, techniquement, de réitérer mon appel. Puisqu'en fait, c'est comme si j'avais rien fait au début. Bon. La difficulté, c'est que, comme on a suffisamment usé et abusé de ça, je dis nous, c'est-à-dire les avocats, le code de procédure civile a été réformé et vous avez des dispositions dans le code qui vous disent que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas réitérer votre appel compte tenu de ce que votre premier appel a été jugé soit irrecevable, soit caduc. D'accord? L'article 911-1 alinéa 3 notamment, qui vous dit que vous êtes irrecevable à pouvoir former un appel principal contre les mêmes parties, contre le même jugement, alors même qu'une décision a déjà été rendue et qui vous a déclaré votre appel irrecevable ou caduc. D'accord? Donc ça, c'est une question qui est assez concrète, hein, donc c'est pas compliqué, vous avez la solution dans le code. Donc, comme je l'ai pu dire dans les autres vidéos, encore une fois, je vous invite à aller les regarder. À partir du moment où on connaît son code et on connaît ses articles, il y a un certain nombre de questions où on se dit, bon, ok, pas de difficulté, je connais la réponse, pas de problème. Donc je sais que, il y a déjà eu l'ordonnance du CME qui a constaté la caducité de mon appel. Est-ce que je peux réitérer mon appel au motif que je n'avais jamais signifié la décision et donc que le délai d'appel n'avait jamais couru? Non, je ne peux pas. Là, c'est le CPC qui me le dit. Vous n'avez même pas besoin, si vous avez des jurisprudences en plus, vous allez les chercher, mais vous n'avez même pas besoin d'aller plus loin. Le code de procédure civile vous donne directement la réponse. Du coup, Monsieur Smith, il interjette appel, malgré tout, malgré votre analyse, on vous dit qu'il a interjeté appel. Parce que n'oubliez jamais que le code dit que, la jurisprudence dit que, mais le justiciable fait ce qu'il veut. Donc s'il veut quand même faire une déclaration d'appel, la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il a été bien conseillé par son avocat. Mais dans le sujet, on vous dit continue, on continue. Donc M. Smith interjette appel suivant déclaration en date du 15 septembre 2020. De mèche avec sa sœur, Mme Campbell décide cette fois-ci d'interjeter appel incident et de faire valoir ses propres prétentions qu'elle n'avait pas formulées en première instance et qui correspondent judicieusement à celles de son frère. Que pensez-vous de cette stratégie? Donc là, on ne vous attire plus nécessairement sur la question de M. Smith, vous venez d'y répondre juste avant. Donc vous pouvez simplement faire une phrase rapide en disant qu'il y a de fortes chances que sa déclaration d'appel soit déclarée caduque par le CME ou son appel déclaré irrecevable compte tenu de ce qu'il avait déjà été sanctionné par une ordonnance de caducité le 8 août 2020. D'accord? Donc c'est plus une irrecevabilité. Mais là, on attire spécifiquement votre attention sur Madame Campbell. Madame Campbell, on vous précise que cette fois-ci, elle interjette appel incident. Donc là, ça vous invite à aller réfléchir sur les notions d'appel principal, d'appel incident et d'appel provoqué. Donc tout ça, il faut que vous alliez réviser là-dessus. On verra si après on refait des cas pratiques sur ces questions précises, parce que c'est pas simple. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'appel incident, ça va être l'appel formé sur l'appel principal. Donc par exemple, M. Smith, il aurait fait appel des dispositions du jugement A, B, mais pas des dispositions C et D. Madame Campbell, elle peut tout à fait faire appel incident en faisant appel de A, B, C, D. Donc, sur des éléments sur lesquels M. Smith, lui, n'entendait pas formuler des critiques. Donc l'appel incident, il peut être tout à fait identique à celui de l'appel principal, mais ce qui va changer, c'est que du coup, moi, j'ai fait appel également. J'ai aussi fait appel. Et ça doit vous interroger après derrière sur une question qui est assez technique et qu'il faut connaître. C'est qu'est-ce qui se passe si mon appel principal tombe, mais que j'ai fait appel incident? Est-ce que mon appel incident survit au fait que l'appel principal tomberait? Ça, c'est extrêmement important. Vous devez connaître ces dispositions-là. Vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans la pratique. Donc encore une fois, je vous lance des perches, je vous dis sur quoi il faut aller chercher. Bossez de votre côté, n'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo et au fur et à mesure, on va étoffer. Et si je vois qu'il y a besoin de faire des cas pratiques sur des points précis comme ça, sans qu'ils soient forcément aussi longs, on peut y aller. Il n'y a pas de difficulté. Mais n'oubliez jamais ça, l'incidence de l'appel incident par rapport à l'appel principal, l'appel provoqué par rapport à l'appel incident ou l'appel principal, tout ça c'est ultra important. Donc qu'est-ce qu'on doit penser de la stratégie de Mme Campbell?
Eh bien, concrètement, en fait, la question est de savoir, est-ce que je peux faire appel incident sur un appel qui lui-même, du coup, va a priori être déclaré caduc, puisque je ne peux pas réinterjeter appel, vous l'avez démontré juste avant. Eh bien, la question, elle est solutionnée par le CPC directement, d'accord? Donc, vous irez chercher dans les articles, vous avez la réponse, et concrètement, l'appel tombe. L'appel incident tombe, il ne survit pas. Après, encore une fois, à ce stade, nous sommes le 6 mai 2020, il y a peut-être des décisions qui tomberont et vous aurez des situations bien précises qui auraient conduit à une solution différente pour la Cour de la cassation. D'accord ? Mais là, à ce stade aujourd'hui, c'est clair que l'appel incident formulé par Mme Campbell sur l'appel principal de M. Smith, qui est une réitération de son appel principal qui avait été déclaré caduc, tout va tomber. Effet de domino, tout va tomber. Ça, c'est une certitude. Le cas pratique s'arrête là. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il fallait voir. Ça nous oblige à manipuler beaucoup de notions. Tout ce qui se passe avec l'avis 902, à qui je dois signifier les conclusions ou ma déclaration d'appel, le délai d'1 mois en plus lorsque les intimés n'ont pas constitué avocat, le fait de savoir que je dois justifier au greffe de la cour d'appel que j'ai bien procédé à la signification. Je dois envoyer au greffe le justificatif de ma signification et de la date à laquelle ça a été fait. Je ne dois pas simplement signifier. Je dois avoir le justificatif et le transmettre dans le délai de 4 mois à la cour d'appel, à son greffe. Ça, ce sont des jurisprudences précises aussi. Faites très attention. Il y a beaucoup de petits détails. La question de l'aide juridictionnelle, on l'a vu tout à l'heure. Le fait de savoir si c'est la date de réception ou la date d'envoi de l'avis 902 qui ouvre le délai d'1 mois. Donc tout ça, on a vu des choses qui sont précises, assez techniques. On a vu l'appel principal, on a vu l'appel incident. On a vu qu'est-ce qui se passe en fonction des sanctions, si c'est une caducité, une irrecevabilité. On n'a pas encore vu, c'est l'objet d'autres vidéos, la question précise de la déclaration d'appel et de la régularité. Comment je fais pour régulariser une déclaration d'appel? Là, on réfléchissait essentiellement sur l'appel, qu'est-ce que c'est, les articles 540 et suivants, et comment ça se passe quand on est devant le CME, article 900 et quelques. Dans les autres vidéos, on verra spécifiquement la question de la déclaration d'appel, j'en ai fait d'autres et on en refera d'autres s'il y a besoin. Mais là, clairement, on est sur vraiment le mécanisme, qu'est-ce qui se passe si j'ai perdu une première fois, est-ce que je peux recommencer, est-ce que je peux utiliser cette petite magouille, ah mais attends, la décision elle n'avait jamais été signifiée, le délai d'appel n'a jamais couru, que je peux recommencer. Vous avez des décisions de la Cour de cassation très spécifiques là-dessus. Donc, niveau expert, pourquoi? Parce que, mine de rien, vous allez devoir aborder tout un tas de choses qu'on ne soupçonne pas forcément à la lecture du cas. Par exemple, le fait de dire que c'est un appel incident, c'est dit dans le sujet, mais il faut caractériser, il faut expliquer ce que c'est que l'appel incident. Vous pourriez aller plus loin aussi. Derrière, on a quand même quelqu'un, Mme Campbell, qui en fait se retrouve dans la merde, parce que lors du premier appel, elle aurait dû former appel incident. Parce que si son appel incident avait pu survivre à l'appel principal de M. Smith parce qu'il s'est loupé dans la notification de l'ADA et des conclusions, ben peut-être qu'elle, elle aurait pu continuer l'instance. Mais donc, quid? Qu'est-ce qui se passe pour M. Smith? Si l'appel incident de Mme Campbell survit, mais que son appel principal tombe, est-ce qu'il va pouvoir de nouveau répliquer aux arguments, alors même que son appel, lui, était irrecevable? Parce que mine de rien, puisque Mme Campbell a fait appel incident, il est intimé à l'appel incident. Donc vous voyez, toutes ces questions-là, elles ne sont pas directement posées par le cas pratique. Donc il n'y avait pas besoin d'y aller. Mais j'ouvre des portes pour que vous ayez conscience que quand on lit un cas pratique, il y a des incidences particulières qui peuvent exister qu'on ne lit pas dans un cours. Et clairement, tout ce que je viens de vous expliquer, les mécanismes, etc., qu'est-ce qui se passe quand il y a ça, qu'est-ce qui se passe quand il y a ça, on ne vous enseigne pas la procédure civile de cette manière-là. Donc j'espère que tous ces éléments vont vous donner déjà des éléments de correction, une architecture, à charge pour vous après derrière d'aller justifier correctement les solutions, d'aller chercher les bons articles, d'aller chercher les bonnes jurisprudences, d'étoffer vos fiches thématiques, d'accord? Mais derrière, ça a des incidences pratiques techniques et les questions que je vous pose en entr'ouvrant des portes, le but c'est que vous alliez chercher, que vous alliez creuser, parce qu'il est hors de question que vous tombiez sur une question précise que je viens de poser sans jamais l'avoir vue. Je vous assure que si vous êtes allé voir ce genre de point précis, l'aide juridictionnelle, est-ce que c'est la date de réception ou d'envoi de l'avis, etc. Je vous garantis qu'une fois que vous l'aurez vu, vous ne l'oublierez pas. Si jamais ça tombe à l'examen, vous vous en souviendrez. Votre challenge après derrière, c'est d'arriver à la retrouver dans le code si elle y est. Et si elle n'est pas dans le code, c'est là. Mais tout ce que vous pourrez trouver dans le code, ça libère de la matière grise
et ça vous permet d'ingurgiter davantage de choses. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo de correction de la séance 5. Je vous ai posé un cadre, je vous ai expliqué où il fallait aller, sur quoi il fallait réfléchir, qu'est-ce qu'il fallait aller chercher. Si vous avez des questions précises, vous commentez, j'y répondrai le plus tôt possible. Et surtout, celles et ceux qui auraient la réponse à ces questions, n'hésitez pas à répondre directement sous la vidéo, que ce soit sur YouTube ou que ce soit éventuellement sur Facebook si vous partagez votre savoir sur Facebook. Donc je vous souhaite une bonne journée, continuez de travailler, prenez soin de vous et je vais faire mon possible pour mettre le plus rapidement possible les autres vidéos corrections des autres cas pratiques. Encore une fois, n'oubliez pas, suggérez des sujets, suggérez-moi des éléments de cours qui vous posent difficulté pour qu'on puisse étoffer davantage et qu'à la fin vous ayez en fait un répertoire de vidéos et de sujets qui vous permettent en réalité de travailler quasiment tout le cours et le tout gratuitement et avec un gain de sérénité. On verra peut-être pas tout, j'ai peut-être pas les bonnes réponses à tout, mais le but c'est de s'entraîner et de continuer de travailler. Bon courage à vous et à bientôt.